Deuxième problème abordé, quelle est l'origine du magma? Et au passage, on va voir pour quelles raisons ces volcans sont explosifs. On verra plus tard. Alors en fait, quand on compare ces plans de Benioff, plans de Wadati Benioff, qu'on les rassemble et qu'on les met sous le volcan explosif, sous la zone de volcan actif, eh bien on s'aperçoit que au niveau des volcans, à l'aplomb de ces volcans, ils sont toujours situés, quelle que soit la zone de subduction, ils sont toujours situés aux alentours des 100 km. La fosse, elle, peut avoir une distance différente. Elle peut être plus ou moins éloignée en fonction en fait du pendage, de l'inclinaison. Hein. Mais quel que soit ce pendage, eh bien, quand on regarde où se situe la lithosphère sous les volcans, eh bien, la lithosphère plongeante est toujours aux alentours des 100 km. Ça veut dire que c'est pas une coïncidence, hein, c'est que le magma, la naissance du magma, est liée à la présence de cette lithosphère océanique plongeante. Alors du coup, on s'est interrogé pour savoir quelle était la roche, avant de voir comment est-ce qu'elles font. Déjà, quelle est la roche qui fond et qui va donner le magma. Donc il y a plusieurs hypothèses. On a éliminé assez vite le plancher océanique ici qui plonge. Parce que, en fait, il est très franc. On le voit ici, en fait, la plaque qui plonge est plus froide, évidemment, que la sténosphère, et elle va plonger suffisamment rapidement pour ne pas se réchauffer immédiatement. Ce qui va donner cette zone froide et cassante qu'on voyait en tomographie sismique. Donc, en fait, et quand on va au labo et qu'on fait les expériences, toutes ces roches-là ne sont pas assez chaudes pour pouvoir entrer en fusion à cette profondeur. Le candidat qui reste le plus plausible, c'est la péridotite. Et pourtant, alors la péridotite, je reviens ici, donc c'est la péridotite, éventuellement la péridotite de la sténosphère, mais c'est surtout la péridotite du manteau lithosphérique de la plaque qui surmonte la plaque plongeante. Mais quand on va au labo, on s'aperçoit que cette péridotite ne peut pas fondre. Pour quelle raison? Parce qu'elle aussi, elle n'est pas assez chaude. Alors, en fait, je reviens vite fait, on a vu déjà ce que c'était que le géotherme, hein, c'est la température des roches en profondeur. Ce géotherme est différent en fonction des zones. Au niveau des dorsales, on a des roches chaudes à faible profondeur, du coup, la péridotite peut fondre, elle est suffisamment chaude. Par contre, au niveau des zones de subduction, c'est l'inverse. C'est une zone particulièrement froide. La péridotite est à moins de 1000 degrés quand on est à 100 km de profondeur. Donc très très loin de son point de fusion, puisqu'à 100 km de profondeur, la péridotite devrait avoir quasiment 1400 degrés pour pouvoir fondre, alors qu'elle n'est qu'à 900 degrés, on va dire, là-dessus. Pourtant, on a bien du magma, on est sûr que c'est la péridotite qui a fondu, qui a donné ce magma. Ça veut dire qu'il y a un paramètre qu'on a oublié de prendre en compte, et en fait, ce paramètre, c'est le pourcentage en eau de la roche. Quand on fait des expériences et qu'on peut faire fondre, quand on rajoute de l'eau au système, c'est-à-dire quand on prend une péridotite hydratée, son solidus, c'est-à-dire la courbe qui correspond à son point de fusion, si on veut, son solidus change de forme. Voilà le nouveau solidus d'une péridotite hydratée. Donc là, j'ai remis en pointillé le solidus d'une péridotite anhydre, donc sèche. Et bien là, on s'aperçoit que la péridotite, une fois qu'elle est hydratée, n'a pas besoin d'être aussi chaude pour fondre. Là, c'est très net, elle peut fondre à moins de 1000 degrés. À 100 km, les conditions sont requises pour qu'il y ait fusion de la péridotite. Donc ça veut dire qu'au niveau des zones de subduction, on a de la péridotite hydratée. Comment ça se fait qu'on ait de la péridotite hydratée à cet endroit-là, donc d'où vient l'eau? On revient à notre histoire de lithosphère. Les zones de subduction sont les seuls endroits au monde où on a donc fusion de péridotite à 100 km ici, et c'est les seuls endroits où il y a une lithosphère océanique plongeante. Donc c'est facile de déduire que c'est cette lithosphère océanique
qui a apporté l'eau nécessaire à la fusion de la péridotite. Ça a été démontré, là encore ça peut paraître curieux, grâce aux roches qu'on a trouvées dans les Alpes, entre autres. Donc ici au niveau du massif du Queyras, on a en fait des métagabbros, donc on avait déjà vu ça, hein, des gabbros qui ont été métamorphisés, des roches donc qui se sont formées au niveau des dorsales et à cause d'une collision se sont retrouvés donc en altitude. Ces gabbros ils contiennent un minéral qu'on appelle la glaucophane. Joli bleu. Ici, en plus des minéraux de départ, plagioclase et pyroxène. Si on se déplace un peu plus au sud, au Mont Viso, en Italie, on a un autre métagabbro. Cette fois, c'est un métagabbro avec des grenats. Donc, ce sont ces beaux minéraux tout rouges ici. Quand on va au laboratoire et qu'on recherche les conditions de formation de ces grenats et de la glaucophane, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut de la pression. Alors je reprends ce document. Ici on a la température, ici on a la pression, on est en laboratoire, on s'amuse avec du gabbro, on lui impose des conditions donc variables de température et de pression. Ici sont reconstituées en fait les conditions idéales pour la formation d'un joli gabbro de dorsale. Donc le magma est là, mélange de liquide, gaz et des cristaux déjà. Ce magma refroidit, le gabbro se forme. Donc c'est un refroidissement lent, etc. En profondeur, mais pas beaucoup de pression. On dit que ici, les conditions, c'est haute température, basse pression. Hein. Et puis ensuite, ce gabbro s'éloigne de la dorsale et refroidit. Les minéraux plagioclase et pyroxène sont pas très stables avec ce nouvel environnement. Il y a de l'eau, de nouveaux minéraux peuvent se former, c'est l'hornblende, puis ensuite la chlorite et l'actinote qui vont donner la teinte verte du gabbro du chenaillet. Ça, on l'avait déjà vu dans un précédent cours. Ici, on a vu que les métagabbros, le gabbro pouvait subir ensuite des pressions plus importantes. Donc le gabbro du Queyras, ici, gabbro à glaucophane, métagabbro à glaucophane, et puis celui du Mont Viso, métagabbro à grenat. Ces nouveaux minéraux nécessitent des beaucoup plus hautes pressions pour se former. Ce sont les seuls endroits où un gabbro peut être amené à de telles pressions, ce sont les zones de subduction. Donc le contexte géodynamique de la formation de ces gabbros, ces métagabbros, c'est la subduction. Donc ça, ce sont les réactions, un petit zoom sur les réactions qui ont lieu. On avait vu que les réactions qui donnaient la chlorite et l'actinote nécessitaient de l'eau. Et bien là, en fait, ça va être l'inverse, enfin c'est pas l'inverse, mais disons que là, il va y avoir un rejet d'eau. C'est-à-dire que pour avoir de la glaucophane, si on part d'un gabbro qui contient chlorite et actinote, ce qui est le cas, puisque dans une zone de subduction, c'est une lithosphère qui est âgée, qui entre en subduction, donc c'est une lithosphère qui a subi ce métamorphisme, elle entre en subduction, et du coup, en s'enfonçant, ces minéraux sont déstabilisés, apparaît la glaucophane, et à ce moment-là, on a un rejet d'eau, une production d'eau. Idem pour avoir du grenat, on prend un métagabbro qui contient de la glaucophane et on peut obtenir un grenat, à condition d'augmenter la pression. On peut obtenir un grenat et on a une libération d'eau. Donc là, on a des appellations, un métamorphisme basse température, basse pression. Ici, toujours basse température, mais moyenne pression. Et pour le grenat, basse température et haute pression. Donc bilan, les minéraux hydratés de la lithosphère plongeante sont déstabilisés du fait de l'augmentation de pression et se transforment en minéraux plus stables à des nouvelles pressions. Ils ne contiennent quasiment plus d'eau, ces minéraux. L'eau libérée par ces réactions va hydrater la péridotite sous-jacente. Ici, on a tout ce qui arrive à ce gabbro à partir du moment où il naît au niveau de la dorsale, tout le métamorphisme qu'il subit. D'abord basse pression, ce qu'on appelle un hydrothermométamorphisme, et puis ensuite un métamorphisme de haute pression. Là, la zone de fusion donc de la péridotite hydratée grâce à cette eau libérée par le métamorphisme. Alors vous avez des schémas qui vous racontent tout ça.
celui-là, voilà ici, donc on a le gabbro de dorsale qui se forme ici, on a ici le refroidissement plus hydratation, voilà, avec les minéraux qui apparaissent. Au fur et à mesure que lithosphère grandit, elle s'épaissit, puis la lithosphère entre en subduction et les métagabbro-agglocophanes apparaissent. Donc au passage, on a des augmentations de densité. La subduction continue, la lithosphère subit une pression plus importante et on a le métamorphisme de haute pression. Et cette fois, en fait, tous ces métamorphismes donnent lieu à une déshydratation des roches et l'eau libérée va aller hydrater le manteau qui est là. Du coup, ce manteau, cette hydratation va déclencher la fusion partielle de la péridotite qui est ici. L'eau qui est ici, donc l'eau libérée, permet la fusion partielle de la péridotite qui est suffisamment chaude et une pression pas trop importante malgré tout. On a un magma. Ce magma va la plupart du temps rester en profondeur. On verra que c'est un magma visqueux, mais de temps en temps, il va aller en surface et donner des volcans. Donc voilà le bilan ici sous forme écrite. Donc le magma cristallise en profondeur, on a des plutons de granit, le magma arrive en surface et on a du volcanisme explosif. Donc on a répondu à la première question, c'est l'origine du magma. Vous avez des documents dans votre livre, je passe vite, vous pourrez les regarder, qui résument tout ça. En voilà encore un. Au passage, on s'aperçoit ici en fait que là on a de la croûte continentale. Voilà, bon je vais revenir dessus. Alors les roches qui sont produites au niveau des zones de subduction, donc les roches volcaniques, les andésites et les rhyolites, bon, rien de spécial, on n'a pas retenir les minéraux. Alors un peu plus, donc les granites, on les a déjà vus, roches grenues, donc là on voit bien la texture grenue, et qui dit granit dit croûte continentale. Donc en fait, les zones de subduction, c'est là que la croûte continentale est produite. Heureusement, parce que la croûte continentale, elle est sans arrêt érodée. Donc heureusement, au niveau des zones de subduction, elle est produite en permanence. Ici, donc un bilan toujours dans votre livre qui est pas mal, puisqu'on voit les deux types de zones de subduction. Une subduction sous une lithosphère continentale, une subduction sous une lithosphère océanique. Et on voit aussi la production de lithosphère océanique au niveau de la dorsale. On a terminé avec une problématique à résoudre au prochain cours. On a vu que dans un précédent cours qu'au niveau des dorsales, là, il y avait fusion partielle de péridotite et que ça donnait du basalte et des gabbros. On vient de voir au niveau des zones de subduction qu'on a une fusion partielle de péridotite et là que ça donne des roches totalement différentes, des andésites et des rhyolites, volcanisme donc très explosif, avec un magma visqueux et des granites en profondeur. Comment se fait-il qu'une même roche à l'origine, c'est-à-dire la péridotite, puisse donner deux magmas si différents? C'est ce qu'on verra au prochain cours.